c'est un pharmacone, l'IA, c'est-à-dire que c'est à la fois un facteur de décarbonation très important et puis une source d'utilisation énergétique. C'est quand même la première fois que l'humain peut dialoguer avec autre chose qu'un humain. On ne sait plus si les Américains sont nos alliés et de fait on est quasi obligé de s'autonomiser parce que le risque est trop grand. L'IA va probablement impacter très fortement les métiers qui ont une certaine valeur ajoutée, donc tertiaire. Certains métiers en tension pourraient demain l'être beaucoup moins. Quand vous inventez l'électricité ou le véhicule automobile, vous créez des régulations spécifiques. On est face à ça à l'égard de l'IA et vouloir faire une IA sans régulation, c'est absurde. Bonjour Gilles Bavinet, bienvenue dans cette émission qu'on a appelée Entre nous, donc réalisée par Frontalier Grand Est dans le cadre des actions de l'EURES Grande Région. Donc c'est grâce à un soutien de la Commission européenne et de la région Grand Est si j'ai l'honneur de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Donc bienvenue. Merci. On est ici à l'abbaye des Prés-Montrés dans le cadre d'un événement qui a été organisé par l'EURES Grande Région donc vis-à-vis de l'intelligence artificielle et de la transformation des métiers de demain. Et donc, si vous permettez, pour vous présenter, je me suis permis de demander à l'intelligence artificielle, en 500 mots, de demander qui est Gilles Bavinet. Apparemment, vous êtes un entrepreneur français, un expert du numérique. Vous êtes le fondateur de plusieurs startups. Vous avez été le premier président du Conseil national du numérique en 2011 et vous êtes Digital Champion auprès de la Commission européenne. Vous êtes auteur et conférencier. Vous défendez la transformation digitale des entreprises et des institutions. Vous militez pour l'usage stratégique des données de l'intelligence artificielle. Vous êtes une figure clé du numérique en France. Est-ce que j'ai tout juste? Je crois que c'est ce qu'on dit beaucoup de moi en tout cas. Voilà, donc bien entendu, j'avais préparé ça version faite manuellement, mais pour le petit jeu, je me suis permis de demander à l'intelligence artificielle de le faire. Alors aujourd'hui, on est ici pour discuter IA, donc c'est les futurs enjeux au niveau de notre territoire de la région Grand Est, mais également au niveau des partenaires, au niveau de la Commission européenne, Allemagne, Belgique, Luxembourg et France. J'ai envie de vous poser une première question. Quand j'utilise, moi, l'intelligence artificielle dans le cadre de mon travail, j'ai tendance à lui demander, quand je veux une explication d'un sujet qui est très précis, de me présenter comme un enfant de 12 ans. Donc, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, me présenter à moi, le grand enfant que je suis, qu'est-ce que l'intelligence artificielle comme on l'entend aujourd'hui? C'est beaucoup de choses, mais la première des choses, c'est de se comporter comme nous en fait. C'est d'avoir une capacité mimétique, à la fois d'acquisition de données, d'apprentissage et de restitution. Voilà, c'est la façon la plus simple que j'aurais de la présenter. Et c'est sa capacité à s'adapter à des environnements non prédictibles. C'est-à-dire, vous ne savez pas la phrase que je vais prononcer là dans une seconde. Eh bien, une machine confrontée à ça, en général, elle a du mal. Là, c'est cette idée d'être confronté à un environnement qui est proche du réel que l'on connaît. On en est encore très très loin, mais et d'être capable de l'affronter. Alors justement, je vous ai écouté avec grande attention ce matin. Je m'intéresse beaucoup moi-même à l'intelligence artificielle et je rejoins quelque chose que vous avez dit, à juste titre, c'est qu'au final, l'IA, on entend parler partout sur les réseaux sociaux, avec un système presque d'influenceurs qui vont essayer soit de faire peur ou de faire le buzz. Pour moi, vous avez une position qui est plutôt mesurée. Est-ce que vous trouvez que justement, les débats sur l'IA sont bien menés en France et même, je veux dire, en Europe? Est-ce que vous appelez parfois de la vigilance sur comment on doit appréhender l'IA en tant que citoyen? Oui, enfin, il y a beaucoup de débats sur l'IA. Il y a des gens avec lesquels je suis d'accord en général. Puis il y a quelques personnes avec lesquelles j'ai des désaccords assez fondamentaux. J'éviterai de les citer ici, notamment parce que, probablement pour se rendre visibles, elles font peur, elles racontent des choses qui sont fausses. Et c'est très problématique parce que, finalement, en étant totalement minoritaires dans le débat public, notamment parce que leurs points de vue ne sont pas fondés, elles ont une part de voix qui est très importante, donc moi je passe derrière. Qu'est-ce que vous avez pensé des débats de ce matin? Est-ce que justement vous vous êtes dit, on se rend compte, après vous l'avez certainement vu au niveau de la Commission européenne, mais encore plus sur ce territoire de la grande région, qu'au final les problématiques sont identiques à quelques kilomètres d'une frontière? Franchement, je l'ai dit là en conclusion, les débats étaient vraiment de bonne qualité. J'ai pas eu un espèce d'huluberlu pour m'expliquer que le travail allait disparaître demain matin. J'ai souvent ça, ce genre de choses. Et je pense que le problème est bien posé, notamment parce qu'il y avait beaucoup d'académiques. Les académiques qui travaillent, ils ne sont pas conflictés par des intérêts de publier leur prochain bouquin ou de vendre leur start-up. Donc c'était plutôt bien. C'est peut-être ça qui fait un peu cet effet d'annonce, comme on disait, ChatGPT, Sam Altman, etc. On va forcément vouloir surcommuniquer dès qu'on aura un produit qui va sortir, alors qu'au final, la transformation citoyenne, elle n'est pas... Pour la société, elle n'est pas forcément là. Mais Dario Amodei et Sam Altman, ils racontent n'importe quoi. Ils racontent que AGI va arriver demain, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, mais tout simplement parce qu'il lève des dizaines de milliards en permanence et que celui qui fera les promesses les plus dithyrambiques lèvera le plus. Vous avez parlé de Sam Altman, j'ai envie qu'on parle un peu de notre territoire au niveau européen, même la France. On entend souvent qu'on est en retard par rapport à cette technologie.
Pourtant, il y a certaines belles sociétés qui existent, je pense à Mistral, je pense au générateur d'image Flux. Donc au final, est-ce qu'on est un peu en retard en Europe? En fait, on est en retard. On est en retard selon à peu près tous les critères. Je pense parce qu'on n'a pas mis en place un certain nombre de systèmes d'intégration européenne qui permettaient notamment de libérer les capitaux, qui permettaient de développer ces entreprises. Donc, si on regarde les montants levés en start-up d'IA, les publications académiques, où on est quand même un peu derrière, Ouais. on est aux alentours de 30-33% des publications académiques qui viennent de l'Europe, en incluant le Royaume-Uni. Les États-Unis, c'est pratiquement 50. La Chine, à elle toute seule, c'est un peu moins que l'Europe, mais c'est quand même beaucoup. Donc on a vraiment un effort à faire. Je pense qu'il y a une prise de conscience, enfin, moi je le vois dans les institutions européennes et françaises. On a vu les annonces qui ont été faites à l'occasion du sommet de l'IA. Si on observe l'histoire économique, si l'on regarde qui est sur les premiers 10 mètres du sprint, c'est pas ceux qui sont à l'arrivée. Donc je pense que On a nos chances. on a nos chances de rattrapage. On a parlé un peu de protection des données ce matin. On a certaines entreprises qui privilégient des modèles d'IA locaux justement pour protéger leurs données. Est-ce que vous pensez que c'est une solution qui est viable? Alors moi, j'utilise par exemple aussi de l'open source à titre personnel pour éviter parfois la dépendance qu'on peut avoir à l'étranger. Donc est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut renforcer au niveau européen? J'ai récemment fait une tribune sur ce sujet, celui de l'autonomie stratégique dans l'intelligence artificielle et le numérique. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si les Américains sont nos alliés. Et de fait, on est quasi obligé de s'autonomiser parce que le risque est trop grand d'avoir autant de systèmes qui sont dépendants des États-Unis. À commencer par les IA génératives fondationnelles. On ne peut pas faire reposer notre système productif sur ces dispositifs-là. Donc ça prendra pendant très longtemps, peut-être une génération. Mais devant la versatilité des Américains, on va peu à peu reprendre le contrôle de ces technologies. Et par ailleurs, j'observe que ces technologies fondationnelles, elles sont quand même assez disponibles. Elles sont en open source, comme vous venez de l'évoquer. Et donc, on a la capacité de reconstruire ces systèmes. Encore faut-il avoir un projet commun, une vision et une volonté d'implémentation. Est-ce qu'il y a vraiment un business model de l'IA au final? C'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie question. Pour le moment, j'ai plutôt tendance à penser que non. On a investi 850 milliards dans les 3 dernières années dans l'IA. Le rendement, c'est plutôt en dessous de 100 milliards. Donc, C'était mon avis personnel, mais voilà, vous confirmez un peu ce que je pense. Alors, il y a une question qui est hyper importante, et alors, je crois que vous parlez donc de café un peu citoyen que vous essayez de mettre en place. Justement, quand on est citoyen, comment on se sensibilise à l'IA? Parce qu'au final, les cursus de formation se mettent tout doucement en place au niveau des cursus universitaires. Au niveau de l'entreprise, c'est forcément des formations dans le cadre du cycle continu. Donc, pour vous, est-ce que vous avez des propositions, des suggestions pour que le citoyen qui veut s'intéresser à l'IA puisse comprendre de quoi on parle? il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la perte de sens. C'est-à-dire que Jacques Ellul, comme Max Weber, observaient en leur temps qu'il y a une notion de dépossession. C'est-à-dire que les techniques sont sophistiquées, elles font une part de valeur ajoutée qui est importante. Et finalement, je me sens dépossédé de ma capacité à faire, de fait. Et c'est important pour ça de former les gens, de leur permettre de toucher du doigt les enjeux de culture qui sont liés à cette technique. C'est, je dirais, le premier élément sur lequel on pourra pousser les gens, enfin permettre aux gens de se former et de se réapproprier leur savoir-faire là-dessus. Donc c'est ça qui a été à l'origine de la volonté de créer Café IA, qui est porté par le Conseil national du numérique, et de faire en sorte que ce dispositif puisse être porté à grande échelle au travers des territoires français. C'est ce que l'on est en train de faire. Notre objectif, c'est de parler à 2 millions de personnes d'ici 2 ans. Donc c'est assez ambitieux. C'est très ambitieux. Et de faire en sorte que ce soit un élément de refondation, en réalité. On pense que le monde est en train de changer de nature d'un point de vue géopolitique, et que si on veut faire en sorte que, justement, on ne soit pas dépendant des États-Unis, qu'on comprenne comment on peut faire des systèmes qui soient inclusifs, des systèmes de production qui soient inclusifs, il faut qu'il y ait un débat public à très large échelle, c'est la vocation de Café IA. Pour vous, quel est le rôle de la coopération européenne dans le cadre de l'intelligence artificielle pour une IA finalement qui serait peut-être souveraine et compétitive vis-à-vis des autres pays? L'espace de puissance, c'est un espace européen. Les pays européens ne sont pas assez puissants pour peser face à la Chine et aux États-Unis. Et donc, si on veut, c'est notre président de la République qui parle beaucoup d'Europe puissance, sans doute parce qu'il a réalisé dans sa mission que la France est une puissance moyenne. C'est Giscard d'Estaing qui le disait il y a un certain temps. Puis il n'en a pu que faire le constat. Et avec l'IA et finalement
les effets de levier qu'induisent les plateformes, c'est plus vrai que jamais. Donc il nous faut un espace intégré européen le plus vite possible. Mario Draghi, dans son rapport sur la perte de compétitivité de l'Europe, n'a plus que mettre cette dimension en avant. Je pense que c'est en cours de construction. Je crois qu'il y a un réveil, moi je le vois dans les institutions publiques européennes, très fort. Les chefs d'État européens dans le Conseil n'ont que ce mot à la bouche. Le rapport Draghi, vraiment une résonance très très forte. Et si on se place dans une perspective de temps long, on rattrapera. Alors, il y a un sujet que vous traitez beaucoup, que je trouve qui est peu débattu dans l'espace public, c'est l'IA et l'empreinte carbone au final. J'ai vu vos interviews, j'ai un peu regardé vos ouvrages là-dessus. Finalement, l'IA, ça va être aussi un enjeu de demain. C'est comment on peut sécuriser l'énergie que ça va demander et tous les matériaux. J'ai visité pour la première fois de ma vie un data center pas très loin, donc chez une société qui s'appelle Adista. C'est impressionnant, mais c'est beaucoup de ressources au final aussi. Oui, c'est vraiment un sujet de préoccupation. Alors c'est un pharmacone, l'IA, c'est-à-dire que c'est à la fois un facteur de décarbonation très important et puis une source d'utilisation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre dans la fabrication notamment des microprocesseurs qui est préoccupante en réalité. C'est-à-dire qu'on peut, en termes de consommation, aller jusqu'à 3 fois la consommation de la France. C'est pas soutenable. Ouais. Voilà. Donc je crois que pour l'Europe, c'est aussi une opportunité. C'est l'opportunité de dire, vous voulez vos services en Europe, eh ben, vous avez à faire des services qui soient décarbonés, de fait. Et on va se confronter aux États-Unis de façon brutale aussi sur ces sujets. On n'aura pas le choix. Et je crois que, oui, enfin, on a le choix de l'abandon, mais je ne crois pas que ce soit ce que souhaitent les citoyens européens. Donc on va devoir expliciter ce que nous souhaitons et poser des limites. Alors, on va arriver au bout de l'interview. Donc, dans le cadre de cet Entre nous, j'ai envie de vous poser 2-3 petites questions, Gilles Babinet. Alors, entre nous, finalement, comme vous l'avez dit, l'intelligence artificielle générale, en 2030, vous y croyez ou pas? Non. Je me suis permis, parce que chez Frontalier Grand Est, on a fait une communication qui est un peu sur le rétro gaming. Et il y a quelque chose, moi, qui me marque en tant que millennials, comme disent les jeunes, c'est que l'IA, on en parle depuis très longtemps. Alors, je suis allé chez mes parents et j'ai déterré un jeu de 1992 qui est beaucoup assimilé à l'IA. C'est Terminator. Terminator. Est-ce que, parce qu'on a beaucoup de gens dans mon équipe qui a peur de l'IA, est-ce que l'IA de demain, c'est ça? Est-ce qu'on doit avoir peur de l'intelligence artificielle? Stephen Hawking disait que l'IA, ça peut être la plus belle création de l'humanité ou ce qui... sa fin. Donc vous, est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle ou justement, est-ce que, comme vous l'avez pu le mentionner dans certains ouvrages, que ça peut être aussi un outil vers éviter l'éco-anxiété et toutes ces choses parce qu'on va aller vers le progrès? En fait, bon, d'abord, la peur n'est jamais bonne conseillère. Hein. En revanche, je dirais qu'il faut consacrer une partie de notre énergie à des sujets de régulation. On peut faire des armes cyber très puissantes avec de l'IA, on peut faire des deepfakes qui sont très désinformants, on peut déstabiliser des systèmes démocratiques. Donc ça, ce sont des faits avérés en réalité. Et donc, il faut s'en défendre. Quand vous inventez l'électricité ou le véhicule automobile, vous créez des régulations spécifiques pour ça, pour éviter qu'on s'électrocute et qu'on se fasse écraser par les voitures. On est face à ça, à l'égard de l'IA. Et vouloir faire une IA sans régulation, c'est absurde. Ce que les Américains répètent de façon un peu provocatrice ces derniers temps, eh bien, il faut s'en prémunir. Il faut leur dire, faites-le chez vous, faites toutes les erreurs que vous voulez de votre côté, mais pas chez nous. Et dernière question, entre nous, est-ce que l'IA vous a déjà fait rire? Parce que j'ai lu une étude là-dessus que l'IA serait quasiment meilleur humoriste qu'un humain. Moi, ça m'est déjà arrivé en écrivant des textes que je pète un fou rire clairement devant l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, notamment à la génération d'images. J'ai souvent eu des trucs. Alors, c'est difficile à raconter, mais c'est plutôt des trucs familiaux, donc il faut comprendre le contexte et voilà. Mais ça m'a bien fait exploser de rire une fois en décrivant des biais ou plutôt des petits défauts de certains des membres de ma famille et en demandant à
à des IA de les imager et c'était assez drôle. Merci beaucoup, Monsieur Dabinet, d'être venu ici à l'abbaye des Prémontrés. C'était un plaisir de vous recevoir. Et on espère que cet événement vous aura permis de rencontrer de belles personnes. Encore merci pour votre disponibilité. Et puis, on espère que ça n'arrivera pas. Moi non plus, j'espère Et ça. merci pour vos ouvrages qui sont très intéressants. Je pense au sujet de l'écologie, où il y a vraiment aussi la place dans le débat public qui doit avoir lieu sur le sujet de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci. On est maintenant avec Gilles Comon, président du MEDEF Meurthe-et-Moselle et fondateur d'Adista. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour EURES Grande Région. On est aujourd'hui à l'abbaye des Prémontrés car c'est vous, le MEDEF, qui avez porté cet événement avec l'ensemble des partenaires. Donc déjà, un grand merci pour cette belle initiative et cette réussite. 400 personnes, il faut le dire, il faut être fier. Alors j'ai envie de commencer par une petite question parce que vous avez fondé Adista, une société dans laquelle je suis allé dans le cadre du dispositif Vivre et Travailler dans la Grande Région. Ça a été une super expérience pour moi parce que j'ai pu visiter pour la première fois de ma vie un data center. Est-ce que vous pouvez justement me raconter un peu l'évolution de cette société, comment vous est venue cette initiative et finalement les principaux défis que vous avez relevés avec toutes ces différences technologiques qui ont suivi depuis? Bon, Adista, c'est quand même une longue histoire. C'est une société que j'ai créée en sortant de l'école, une école d'ingénieur. Et donc, c'est une société qui, en pas loin de 40 ans maintenant, a effectivement énormément changé, évolué, tant dans sa taille et sa structure que notamment dans ses produits. Puisque lors de la création, les microprocesseurs, le PC dont tout le monde parle, n'existaient pas. Donc ça veut dire que nos prestations, nos services se sont adaptés de façon continue pour suivre les besoins de nos clients, puisqu'en fait, une entreprise, c'est quelque part un moyen de résoudre un problème chez un client. La technologie, même l'IA dont on va sûrement parler aujourd'hui, n'est qu'un moyen pour arriver à cet objet, c'est-à-dire de rendre service aux clients, aux entrepreneurs. Et surtout, on parle de technologie. Justement, chez Adista, j'ai parlé d'intelligence artificielle, même de protection des données des entreprises, avec beaucoup d'attaques de malware en ce moment au niveau des sociétés. Maintenant, vous, en tant que président du MEDEF de Meurthe-et-Moselle, depuis 2020, vous avez été réélu en 2024, quelles sont vos principales missions et priorités pour les entreprises que vous accompagnez? Nos entreprises, le constat qu'on fait, c'est que nos entreprises ont besoin d'efficience. Compte tenu des challenges, notamment démographiques, où la population active va décroître de façon sensible dans les prochaines années, de la pénurie de main-d'œuvre auquel on fait face, du contexte économique international quand même très tendu et très concurrentiel, il est indispensable que nos entreprises améliorent de façon sensible leur efficacité, leur productivité. Pour ça, un des moyens principaux qu'on préconise au MEDEF par rapport à nos entrepreneurs, c'est de développer tout ce qui tourne autour du numérique, que ce soit de l'automatisation, de la numérisation, que ce soit l'utilisation des technologies de cloud, de visioconférence, de travail à distance. Ces outils technologiques sont un petit peu la planche de salut pour que nos entreprises continuent à survivre et avoir une pérennité dans le temps. La contrepartie de ce choix, le revers de la médaille, c'est que les entreprises sont de plus en plus sensibles à l'efficacité et au bon fonctionnement de leur système d'information. Tout à fait. Donc une sensibilité de plus en plus forte, voire même critique, à tout ce qui est attaque cybersécurité, puisqu'elles remettent en cause le fondement même de l'entreprise, et un nombre important d'entreprises qui ont été attaquées de façon un petit peu forte ont déposé le bilan dans les 12 à 18 mois. Donc, un des objectifs du MEDEF, c'est effectivement de pousser fortement à cet usage du numérique et de l'IA aujourd'hui, mais en parallèle, de ne pas du tout négliger le côté cybersécurité, qui est un petit peu la ceinture de sécurité de toutes ces technologies. Les fameuses attaques au président, attaques DNS, etc., qui peuvent faire crasher un site en l'espace de quelques secondes au final. Tout à fait. Et l'intelligence artificielle qui est à l'ordre du jour aujourd'hui va à la fois permettre d'amener des nouveaux outils, une nouvelle productivité, mais aussi permettre aux attaquants d'améliorer leurs outils d'attaque. C'est la lutte infernale entre la taille de la cuirasse et la taille du boulet. Et donc, il est indispensable que cette IA soit aussi présente dans les outils de cyberdéfense, pour lesquels on travaille beaucoup sur la région nancéenne notamment, avec un regroupement porté par le MEDEF des acteurs de la cybersécurité,
au sein d'une association qui s'appelle Racine, pour le rassemblement des acteurs de la cybersécurité nancéenne. Donc c'est vraiment un sujet à prendre au sérieux. J'ai envie qu'on parle sérieusement de quelque chose parce que je vais vous laisser la parole là-dessus parce que le MEDEF, dans l'inconscient collectif, c'est que les grandes entreprises, c'est que le capital, alors qu'au final, pour l'avoir vu sous les entreprises que vous suivez, ça va aussi bien de la grande entreprise que la TPE-PME au final. Ça va d'autant plus sur les petits et les moyens que la Lorraine, ou notamment la Meurthe-et-Moselle, qui est moins industrielle que le nord de la région, est constituée d'un tissu économique essentiellement de PME, quelques ETI et quelques établissements secondaires des grands groupes, mais c'est loin d'être la majorité. Donc au niveau local, on est effectivement très présent et la quasi-totalité de nos membres sont issus de l'économie de terrain, et donc PME et ETI. Et même au niveau national, cette image un petit peu historique d'un MEDEF issu du CAC 40, des grandes fortunes, etc., est complètement périmée. Il y a autant de fantasmes là-dessus qu'on en trouve aujourd'hui dans l'IA, par exemple, qui est un sujet aussi avec beaucoup de rumeurs et de choses un petit peu préconçues. Vous me faites la transition, c'est parfait. L'IA, vous avez déclaré déjà à plusieurs reprises dans la presse, mais encore une nouvelle fois ce matin, que l'impact de l'IA sur le monde du marché de l'emploi sera quasiment l'équivalent de la machine à vapeur. J'en ai certains qui disent de la découverte du pétrole. Pourquoi vous pensez que l'IA va tellement impacter notre monde ? J'imagine, on le voit déjà avec les outils qui sont en train d'être mis en place, aussi bien côté français qu'étranger. Et vous l'avez dit justement ce matin même lors de votre intervention, les métiers intellectuels, les métiers de bureau, de back-office, aujourd'hui, ils sont déjà impactés, mais qu'est-ce que ça va être demain au final ? Absolument. Alors, le phénomène de l'IA aujourd'hui n'est jamais que l'épisode actuel de quelque chose qui existe depuis maintenant les années 1800-1850, où le progrès scientifique et le progrès technologique se sont développés au service, quelque part, de l'humanité, de l'humain, pour essayer d'alléger la tâche du quotidien, notamment la pénibilité du travail qui était quand même très forte à l'époque. Et donc, on a vu effectivement plusieurs époques. On a commencé par le travail physique, je dirais, dès le début du XXe siècle, avec notamment un renforcement, par exemple, avec l'arrivée des pelles mécaniques dans le bâtiment après la guerre, où effectivement on aurait pu penser qu'il n'y aurait plus d'ouvriers dans le bâtiment. Alors certes, une pelle mécanique fait le travail de 10, mais ça nous permet quand même de faire autre chose. On a vu l'arrivée de l'informatique au niveau du PC, notamment à partir des années 90 pour les travaux intellectuels, donc des choses qui se suivent et s'enchaînent d'une façon logique. Dans les années 2000, c'est la robotisation dans les usines et qui a commencé effectivement à prendre effectivement un rôle important. On le voit par exemple avec les usines de montage automobile où la robotisation permet de faire en sorte que c'est presque pas des usines sans ouvriers, mais avec quand même beaucoup moins d'ouvriers qu'autrefois. Et puis là, l'IA, c'est jamais que le énième avatar de cette série, c'est apporter au monde intellectuel la capacité de confier à la machine des tâches complètes, et pas seulement de vous aider à faire 3 additions dans Excel ou un business plan, etc. Donc, rien de surprenant si on regarde ce côté historique. C'est surprenant parce qu'il y a un effet waouh. L'IA, notamment générative, c'est quand même la première fois que l'humain peut dialoguer avec autre chose qu'un humain. Tout à fait. On a essayé de parler avec les animaux, de parler avec les arbres pour certains. Ça marche relativement mal. Avec l'IA, on peut commencer à avoir des discussions, et donc je pense que sur le côté personnel, psychologique, c'est quand même fondamental, ce qui explique un petit peu la force du concept en ce moment. Mais ce n'est qu'une étape. Le progrès technologique, le progrès scientifique sont, à mon avis, inéluctables, tout simplement parce que ça répond aux attentes de tout le monde, d'avoir une vie plus confortable, de dépenser moins d'énergie, éventuellement d'énergie intellectuelle, donc de faire travailler la machine à la place de ses neurones. Alors, est-ce que c'est bien ? Ça, c'est Est-ce qu'on risque de devenir feignant ? Je crois que l'homme est essentiellement feignant. Il n'est pas feignant parce qu'il arrive à trouver des motivations, mais notre fonctionnement neurologique nous incite clairement à la feignantise, avec les cerveaux rapides et les cerveaux lents. Enfin, on pourrait faire un petit aparté sur la neurologie, c'est pas l'objet. Mais bon, donc l'IA d'aujourd'hui, ce n'est encore qu'une étape. L'IA de demain, c'est de quelque part pouvoir remplacer dans un nombre important de situations l'intervention humaine par l'intervention d'une machine intelligente,
que ce soit un humanoïde ou pas, ça, on verra l'évolution technologique, mais une grande part des métiers de demain seront prises par des machines. Et c'est l'objectif tout simplement de la science et du progrès. Donc il n'y a pas à s'en étonner ni à s'en offenser. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est deux choses. Faire en sorte que la transition ces transitions, ces changements de modèle impactent le moins possible la société et notamment les salariés, puisque clairement, quand un travail disparaît, il y a aussi un emploi qui disparaît, donc c'est quand même problématique. Donc comment gérer ça? Vous pensez que c'est quoi la régulation qui va, d'un point de vue peut-être des protections des données, juridiques, des responsabilités, la réponse donnée par l'IA qui peut avoir... Alors je pense que ça va au-delà d'une régulation technique, je dirais, Ouais. ça va dans un projet de société. Oui, tout à fait. Voilà. Donc le travail, au-delà de fournir de la valeur ajoutée, qui est quand même ce qu'on regarde rapidement, a un rôle essentiel dans la création de liens entre les gens. On a besoin du boulanger, qui a besoin du boucher, qui a besoin du chasseur, qui a besoin, etc. Ce qui fait que ça fait une société. La société existe parce qu'on a tous quelque part, alors sans forcément l'expliciter aussi clairement, on a tous besoin les uns des autres. On est tous dans le même bateau et donc on est prêt à consentir un certain nombre de sacrifices, un certain nombre de règles pour que tout ça se passe bien. À partir du moment où on n'a plus besoin des autres, parce que leur travail ne sert plus, c'est les robots qui le font, il y a une vraie remise en cause de cette vision de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et ce n'est pas quelques régulations, qu'elles soient bruxelloises ou je ne sais quoi, qui suffiront. Ça passera certainement par des remises en question profondes de la société. Alors justement, vous parlez des risques. J'ai appris une notion chez Adista, mais aussi chez d'autres sociétés. C'est ce qu'on appelle le shadow IA. C'est-à-dire, je prends l'exemple typique, les sociétés qui se font auditer, donc des sociétés de Lorraine, de Luxembourg ou de SAR. Les personnes arrivent, est-ce que vous utilisez ChatGPT, Mistral chez vous en interne? Le RH dit ah non, je fais confiance à mon équipe. Et vous vous rendez compte que des auditeurs, etc., vont parfois l'utiliser. Donc, est-ce que justement, pour vous, c'est un risque réel au niveau des données des entreprises? Et est-ce que, j'ai déjà vu qu'au niveau du MEDEF, vous faites justement des réunions d'information sur ce sujet. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de sensibiliser massivement les entreprises par rapport aux risques de l'IA? Alors, oui, indéniablement. Alors, ce shadow IA, c'est tout simplement la réponse à une réponse humaine, la nature horreur du vide. Si l'entreprise ne fournit pas les meilleurs outils, si l'entreprise ne forme pas ses utilisateurs, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Les salariés vont se former tout seuls, ils vont aller sur YouTube, ils vont aller je ne sais pas où, ils vont prendre des abonnements plus ou moins personnels sur ChatGPT ou autre, Claude, etc. Et puis, ils vont bénéficier et améliorer leur travail personnel avec ces outils. Donc ça, c'est clairement, ça montre très clairement que si on ne prend pas le sujet par le taureau par les cornes, eh bien en fait, ça ne marche pas. Les salariés, ça revient toujours par le bas. Alors aujourd'hui, c'est le shadow IT au niveau de l'IA. Il y a 5 ou 10 ans, on avait le shadow IT au niveau des outils bureautiques ou des outils de messagerie. Voilà. Donc clairement, l'entreprise ne peut pas, c'est un combat d'arrière-garde pour l'entreprise que de ne pas utiliser ces outils, voire même de les préconiser, de former et de les sécuriser, ce qui ne peut pas être fait au niveau de chacun. Donc la faute est probablement pas du côté des salariés ou des gens qui souhaitent l'utiliser, mais des entrepreneurs qui sont un petit peu longs à saisir l'opportunité. Justement, moi je le fais avec ma propre équipe chez Frontalier Grand Est. Donc les juristes de l'équipe, je leur ai montré comment utiliser l'IA pour optimiser leurs recherches. On a d'ailleurs mis en place un chatbot qui utilise le contenu des juristes pour apporter une réponse aux usagers. C'est 4000 réponses en l'espace de 6 mois. Donc on voit qu'il y a des outils qui existent. Est-ce que vous pensez que pour votre territoire, mais même plus large, j'ai envie de dire au niveau européen, justement l'IA, c'est une opportunité pour les entreprises d'avoir des nouvelles parts de marché, de se développer? C'est indéniable. Voilà. C'est un outil de productivité dont on ne mesure pas encore tout l'impact. Un des challenges sera quand même de traduire cette productivité en gain de PIB. Parce que si on regarde un petit peu derrière nous, on voit que l'arrivée de tous les outils bureautiques, pour simplifier Word, Excel, PowerPoint, n'ont pas eu un impact si colossal que ça sur le PIB. La qualité des documents est bien meilleure, l'archivage de ces documents est meilleur, il y a moins de fautes d'orthographe, etc.
Les tableaux sont peut-être plus rapides à établir, mais ça ne se traduit pas par un gain aussi sensible que ça en termes d'euros, si on peut dire ça. Oui, bien sûr. Donc un des risques que nous on voit dans l'IA mal utilisée ou mal déployée dans les entreprises, c'est de ne pas avoir ce retour sur investissement parce qu'on va vouloir avoir effectivement peut-être des diaporamas encore plus dessinés, mieux dessinés, plus tout ce qu'on veut, plus réfléchis, pour un impact final qui est pro de zéro alors qu'il y a le coût de l'IA. Donc l'objectif c'est quand même d'avoir une IA. Et c'est tout le challenge de voir quel sera l'impact effectif de ces outils sur le PIB de la France, de l'Europe et du monde. Et là, il y a quand même des usages qui aujourd'hui ne sont pas clairement identifiés et sur lesquels il faut rester attentif. La technologie n'est pas tout, mais ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Dans le cadre d'EURES Grande Région, plusieurs tables rondes ont eu lieu aujourd'hui avec les partenaires allemands, belges, luxembourgeois et français. Alors le premier constat qu'on voit au niveau d'EURES Grande Région, c'est que les métiers en tension sont les mêmes de part et d'autre de la frontière. Donc au final, quelle plus-value vous voyez à l'événement qui a été organisé aujourd'hui, les discussions? Moi je vois le premier, c'est que finalement, on va avoir les mêmes problèmes, les mêmes besoins de formation. Et si je suis très sommaire, on ne bosse pas ensemble, on va droit dans le mur. Absolument. La France n'a plus la taille de travailler toute seule, la Lorraine encore moins, et la Meurthe-et-Moselle, n'en parlons pas. Il est clair qu'aujourd'hui, dans un monde, même si la mondialisation est remise en cause pour certaines visions un petit peu particulières de l'économie, la mondialisation est un fait. L'information est mondialisée. Et à partir de là, il faut vraiment travailler en équipe, travailler en groupe pour avoir le poids et la taille suffisante pour faire avancer les sujets. Les problèmes, effectivement, sont similaires pour toutes les entités de la grande région, avec des pénuries aujourd'hui sur globalement deux types de profils. Les profils plutôt à forte valeur ajoutée humaine et pratique, style hôtellerie, restauration, santé, aide à la personne, etc. Et puis les profils haute performance, je dirais, sur des ingénieurs IA, sur des gens comme ça. On le retrouve dans les quatre composantes de la grande région. Ce qui est important de voir, c'est que demain, ce ne sera peut-être plus le cas. Alors, ça sera sûrement le cas identique dans les quatre régions, ou les sous-régions. Mais par contre, les emplois en difficulté ou les emplois difficiles à pourvoir ne seront peut-être plus les mêmes. L'IA va probablement impacter très fortement les métiers qui aujourd'hui sont, je dirais, qui ont une certaine valeur ajoutée dans le tertiaire. Et les jobs les plus concernés seront certainement tous ceux où aujourd'hui l'utilisateur est 5, 6, 8 heures par jour derrière son ordinateur. L'infirmière qui va aller soigner le patient, le restaurateur qui fait à manger, etc. Je pense que à court terme, c'est-à-dire dans les 5 à 10 ans, il y aura un impact modeste de l'IA. Sur le plus long terme, il est clair qu'un jour ou l'autre, des robots humanoïdes pourront faire une partie de ces prestations, le problème reviendra. Mais je pense aujourd'hui, les métiers qui aujourd'hui sont en tension, certains métiers en tension pourraient demain l'être beaucoup moins. Je le vois notamment par rapport à ma formation qui est juridique. Il y a déjà des outils IA qui sont mis en place, qui coûtent peut-être une centaine d'euros en entreprise. Et je le vois avec mes 10 ans d'expérience, qui sont capables de vous produire des rapports qu'un juriste, on va dire, d'1 an d'expérience ne serait même pas encore en mesure de travailler dessus et d'avoir un tel degré de réponse, d'analyse et de personnalisation. Du coup, est-ce que vous pensez que justement ces métiers vont se transformer? Moi, c'est ce que j'incite avec mon équipe, de faire plus d'humain, donc moins de back-office, plus de prise de parole, plus de formation ou d'information, parce que c'est peut-être ma vision qui est un peu erronée, mais je me dis que justement, la personne qui reste 8 heures assise derrière son bureau, qui ne voit pas le monde réel, risque, elle, de disparaître. Alors c'est clair, donc il faut évoluer, se former, avancer. La partie management, je pense que c'est un des éléments dans les entreprises qui aura le plus de pérennité. Quand on est chef d'entreprise, qu'on veut recruter des gens pour travailler avec, quand on lance une start-up par exemple, on cherche quoi? On cherche à recruter des gens qui sont meilleurs que soi, chacun dans son domaine. Demain, au lieu de recruter des personnes meilleures que soi, on recrutera des IA. Mais ce n'est pas parce que l'IA aura un QI plus élevé, aura une compétence plus élevée dans l'analyse des textes juridiques, etc., que ça va gérer ou régler les problèmes de l'entreprise. Il restera ce côté management, fonctionnement ensemble, comme sur quoi je travaille, etc. Donc c'est probablement ces postes-là qui
auront, je dirais, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, la durée de vie la plus longue. Ça me permet de faire une petite parenthèse. En Chine, il y a une entreprise qui, soi-disant, est dirigée par une IA. Là, on est un peu sur ce qui se passe autour de l'IA, je trouve. C'est un peu celui qui fera le plus gros buzz, finalement, celui qui va sortir le nouvel outil. Alors que là, quand on regarde au final, la réalité, c'est un peu les débats de ce matin sont totalement différents. Il y a la question formation, les besoins des entreprises et la transformation éventuellement des universités sur le parcours de formation. C'est clair que tous les organismes de formation, et notamment les universités et les grandes écoles, ont un vrai devoir de vigilance et un travail de veille important. On est quand même dans un pays, notamment en France, où la formation, où l'école ou l'université sont quand même des mondes dans lesquels le temps ne se passe pas forcément à la même vitesse que dans le monde de l'entreprise. C'est un peu comme dans le monde politique ou le monde bureaucratique. Il faut absolument que tous nos organismes de formation passent à la vitesse de l'IA, c'est-à-dire l'utilisent déjà elles-mêmes, parce que ça aide à avancer plus vite, et adaptent en permanence, si possible, avec un petit peu d'anticipation, leur formation aux besoins de demain. Tant pour la formation initiale que pour la formation continue. Puisque dans un monde où les métiers changent tous les 5 ans, la formation initiale n'est qu'une parcelle de la formation qui sera nécessaire aux gens de demain. Et donc, moi, je pense qu'il devrait y avoir un renforcement fort dans le futur d'une formation continue adaptative pour compenser en fait, l'évolution extrêmement rapide de tout ce qu'on voit au niveau technologique et utilisation. Est-ce que vous pensez, vous qui connaissez le territoire, la Meurthe-et-Moselle, son tissu économique, son tissu de formation, j'ai envie de dire de manière globale que la région Grand Est a peut-être une possibilité de se positionner comme un leader dans le domaine de l'IA sur le territoire? On a quand même quelques atouts dans le Grand Est. On n'a pas que les plages et le soleil. On a aussi notamment l'Université de Lorraine, qui est quand même un atout, complété par l'Université de Strasbourg. Ça fait quand même un poids en termes de formation extrêmement important. Sur Nancy, il y a 12 écoles d'ingénieurs, donc c'est quand même une des plus grosses villes universitaires de France. Et la plupart sont déjà conscients de cette problématique et de ce besoin d'avancer sur l'IA avec des cursus spécifiques, avec des formations également sur la cyber. Enfin bon, mais il faut aller beaucoup plus vite et faire un travail de masse. Je crois qu'il y a pas loin de 50 000 étudiants sur l'Université de Lorraine. Au bout des 2 ou 3 ans minimum dans lequel ils passent en université, il est indispensable qu'ils aient une acculturation à ces phénomènes et à ces outils, si on veut, mais c'est une opportunité pour qu'ils puissent demain développer l'économie lorraine. Et vous, par rapport justement au MEDEF Meurthe-et-Moselle, comment vous voyez l'évolution de l'accompagnement des entreprises ? Est-ce que vous allez justement renforcer l'accompagnement vers plus de digital, sensibiliser? Bon, j'ai déjà assisté, comme je vous disais, à certaines tables rondes. Donc, est-ce que c'est une chose que vous avez en perspective en disant, si on veut que les entreprises évoluent et ne soient pas finalement victimes de l'IA, on va les accompagner vers plus d'IA au final? Voilà, on les encourage vivement à aller vers l'IA, on les accompagne tant sur l'IA que sur la cyber depuis maintenant 3-4 ans de façon intensive, sachant que le rôle du MEDEF n'est pas de former nos entrepreneurs ou de faire des formations. Nous, on est là pour sensibiliser l'entrepreneur à des problématiques et lui fournir toutes les adresses, les moyens d'aide de tous les sens, de trouver des prestataires capables de répondre à ces problématiques parce que je pense on a ce qu'il faut en Lorraine et l'avantage si on a plus de demandes, on aura plus d'offres. Et donc c'est aussi un moyen de travailler à développer une filière un petit peu plus spécifique cyber et IA sur la Lorraine parce qu'on a vraiment tous les moyens humains en termes de formation et de ressources d'étudiants pour monter une véritable filière avec des startups dans ces mondes hyper technologiques. Alors, on arrive à la fin de l'interview, donc l'émission s'appelle Entre nous. J'ai toujours l'habitude maintenant de terminer cette émission par quelques petites questions. Donc, entre nous, Gilles Comont, est-ce que vous avez une IA que vous utilisez pour rédiger vos mails? Pas vraiment. Moi, j'utilise beaucoup l'IA pour générer des images, notamment pour tout ce qui est utilisation dans les présentations, comme celle qu'on a pu faire ce matin. Toutes les images étaient d'origine clairement IA. Et c'est un monde, l'image, où je pense que l'impact et les technologies ont le plus évolué. On disait l'IA, ça a grosso modo 2 ans et demi maintenant, depuis ChatGPT, l'IA pour le grand public ou pour une utilisation massive. Il y a eu des progrès considérables en termes d'image. Et là, la dernière version, c'est assez récent, c'est février, donc ça a quelques semaines. La dernière version de ChatGPT 4o Images
c'est absolument stupéfiant. J'ai refait quelques-unes des images de ma présentation hier soir pour voir ce que ça donnait dans GPT-4o, c'est le jour et la nuit. Et on s'amuse beaucoup, je trouve. Hein, c'est très ludique, alors Ouais. on a tous l'impression d'être Dieu le Père. Oui, tout à fait, ouais. Faut faire attention parce qu'il y a quand même dans ces métiers de graphiste, il y a un métier. Voilà. Donc il ne faut pas oublier les bases, la couleur, le graphisme, etc. Mais l'IA, il y a vraiment des outils et effectivement, l'outil dans le monde graphique, moi, m'intéresse énormément. Et donc, une toute dernière question, très courte, pour est-ce qu'au final, l'IA, il ne faut pas en avoir peur? Mais de toute façon, la peur ne sert pas à grand-chose, sinon à freiner, à ralentir et à démobiliser les gens. Alors, il faut être conscient des risques, ça, c'est évident, mais de toute façon, l'IA répond à une évolution historique, comme je vous l'ai dit. Elle est inévitable, elle est indispensable en plus sur le plan économique. C'est presque une opportunité. Donc oui, il y a des risques, oui, il faudra les gérer, mais de toute façon, c'est la seule solution, c'est d'avancer. Merci beaucoup pour votre temps. Je pense qu'on peut aussi vraiment remercier l'ensemble de l'équipe du MEDEF Meurthe-et-Moselle. Je pense à Céline, je pense à Luc, je pense à Jean-René qui ont vraiment œuvré pour que cette journée fonctionne, se fasse bien. Aussi France Travail qui a participé à la co-réalisation du dispositif. J'en profite pour remercier une nouvelle fois la Commission européenne et la région Grand Est qui financent ces actions dans le cadre de RES Grande Région. C'est pour ça qu'on peut se rencontrer, pour qu'on peut discuter avec l'ensemble des partenaires transfrontaliers. Du coup, cet après-midi, encore des discussions qui vont avoir lieu. Et donc, j'en profite, moi, personnellement, pour remercier l'équipe de Frontalier Grand Est, la société À Le Fleuve, qui nous permet de réaliser cette émission. Et pour la petite blague, parce que je lui ai promis, dans le cadre d'un pari que j'ai perdu, ma coiffeuse, Laura, du salon L'Expérience Coiffure, qui m'a permis d'avoir ce beau dégradé pour aujourd'hui. Une nouvelle fois, merci beaucoup, Gilles Comon. Et j'invite les gens vraiment à suivre vos déclarations qui sont très intéressantes et pertinentes, notamment sur LinkedIn, à suivre le MEDEF 54. Et on se retrouvera de toute façon pour un nouvel événement, je pense. Absolument, parce qu'on en fait une 50aine par an sur tous les sujets qui intéressent nos entrepreneurs adhérents. Voilà. Et merci à Laura. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.